Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 28 septembre 2025. Je suis un petit peu enrhumé aujourd'hui. Vous l'avez remarqué peut-être dans les derniers Web Journaux. J'avais quelque chose dans la gorge et là, ça s'est manifesté et puis j'ai pas été capable de dormir, etc. Donc, vous m'excuserez peut-être mon manque d'entrain dans ce Web Journal-ci, ma voix un peu rauque. Comme les gens le disent dans le chat, merci aux donateurs de Radio-Québec. Faudrait que je le fasse à tous les débuts d'émission, puisque c'est les contributeurs de Radio-Québec qui rendent ça possible pour tout le monde. Les 99% d'auditeurs qui regardent ça gratuitement, c'est possible grâce à ceux qui, l'armée de l'ombre, qui font ça anonymement puis qui nous appuient, Radio-Québec. Et donc, un grand merci. On donne toujours les façons de nous aider à la fin du Web Journal. On laisse les références généralement dans les commentaires. Tout ça pour dire que ça vaut la peine puisque les gens disent souvent, ouais, Alexis a souvent raison sur le long terme. Et là, imaginez, là, on s'en va vers des arrestations. Là, dites-moi si le son et l'image sont corrects, sont adéquates. Je suis inutilement nerveux comme d'habitude. Donc, je me suis fait troller. J'étais censé avoir les images ici. Je me suis fait troller pendant presque une décennie sur les arrestations s'en viennent. Est-ce que j'en ai un ici, là, un meme de Alexis qui dit les arrestations s'en viennent et puis non. J'ai oublié de les mettre. Mais là, donc, c'est pas une arrestation, c'est une inculpation. OK? C'est une inculpation, sauf que c'est pas une inculpation d'un criminel ordinaire. C'est le directeur du FBI. Le directeur du FBI a été mis en accusation. Est-ce qu'on peut... Ça n'a presque pas fait de bruit dans les journaux, un peu, là. On nous dit que c'est une menace à la démocratie, comme d'habitude. Hein? Inculpation de James Comey, nous dit Radio-Canada, est un moment très dangereux pour la démocratie. Ça, généralement, c'est le signe d'une intervention de l'État profond dans les médias. Ça. Menace à la démocratie, je range ça là-dedans. Là. Menace à la démocratie. Tous ceux qui disent menace à la démocratie, c'est comme sur Twitter, ceux qui ont un petit drapeau ukrainien, là, c'est comme tu te colles dans le front un truc genre État profond. Là. Je collabore avec l'establishment. Mais... donc, l'ampleur de ça, c'est comme aux États-Unis, c'est le Chief Law Enforcement Officer. C'est le numéro 1 de la police aux États-Unis qui a été mis en accusation. Mais il a été mis en accusation pour des trucs, somme toute, assez mineurs. Somme toute, assez mineurs. Je vais chercher mes mots aujourd'hui, je le sais, là, je suis fatigué. Genre parjure, etc. On n'est pas dans la conspiration, mais il faut comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc, il y a une façon graduelle de faire ça. Donc, ça peut sembler anodin et rien de spécial, sauf que juste en termes d'image, ça ébranle les colonnes du temple, puisque le policier numéro 1 aux États-Unis, celui qui est censé être d'une probité exemplaire, est mis en accusation pour avoir menti, entre autres. Mais je vais vous dire en fait ce que je pense assez rapidement. C'est que James Comey collabore avec les Patriotes et c'est une petite tape sur la main en échange de sa collaboration pour aller chercher des poissons beaucoup plus gros. Donc, si on comprend comment fonctionne les opérations de police, généralement, là, par exemple, l'opération pour aller chercher la famille Gambini aux États-Unis, Carlo Gambino, John Gotti, etc. Hein? Ou bien, par exemple, à Montréal, dans les années 90, les Hells Angels avec Maurice Momboucher, tout ça. Comment les forces de police opèrent dans ce style d'opération-là? Ben, ils vont arrêter comme en premier les petits en bas de la pyramide. Et puis là, après ça, ils vont prendre des ententes avec les petits. Ils vont dire, si tu collabores pour dénoncer telle personne, les personnes dans le milieu, eh bien, tu vas avoir une réduction de peine, etc. Et puis là, les personnes du milieu, eux aussi, ont comme un truc,
ils ont les peines plus sévères, mais ils ont quand même une entente pour faire tomber Gotti, Gambini, Mambouché, etc., etc. C'est comme ça qu'on opère. Et c'est exactement ça qui se passe avec James Comey. James Comey, c'est de tous ceux qui sont corrompus, on va aller voir un peu son background et tout ça, là, mais de tous ceux qui sont corrompus, c'est le plus petit poisson. En fait, c'est le poisson qu'on a décidé d'utiliser pour sortir la merde, faire des révélations sur des gens comme le directeur de la CIA, John Brennan, qui est impliqué là-dedans dans cette histoire de collusion avec la Russie pour faire tomber, de trahison, là, c'est de la trahison, pour faire tomber un président dûment élu. Il est impliqué là-dedans jusqu'au cou et voilà, jusqu'à Barack Obama. Barack Obama est celui qui a pris les décisions, celui qui a ordonné à la CIA et aux agences de renseignement de modifier leurs méthodes pour produire un faux rapport sur la collusion avec la Russie, etc. Rappelez-vous, ça, c'était il y a à peine 2 mois. Donc, il y a 2 mois, Tulsi Gabbard produisait un rapport sur Barack Obama qui disait que les preuves étaient irréfutables sur la trahison de Barack Obama. Et là, Obama s'en était défendu. Et là, 2 mois plus tard, clac, James Comey est le premier à être mis en accusation. Et là, après ça, on tire sur le fil d'Ariane et on remonte jusqu'à Barack Obama, mais ça se fait dans une logique de crime organisé, comme je viens de l'expliquer, c'est-à-dire que James Comey, c'est le premier. Et c'est lui qu'on va utiliser pour remonter jusqu'à Barack Obama, en fait, d'échelon en échelon jusqu'à Barack Obama. Je vous montre rapidement ce que Tulsi Gabbard annonçait il y a à peine 2 mois pour en fait, comme mise en bouche, là. La directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, publie aujourd'hui un rapport explosif qui révèle un complot mené par le président sortant Barack Obama et ses agences de renseignement pour saboter le président élu Donald Trump, manipuler l'électorat et saper la légitimité d'une élection. Il existe des preuves irréfutables qui détaillent comment le président Obama et son équipe de sécurité nationale ont ordonné la création d'une évaluation des services de renseignement qu'ils savaient être fausse. Ils savaient que cela favoriserait le récit inventé selon lequel la Russie aurait interféré dans les élections de 2016 pour aider le président Trump à gagner, le vendant au peuple américain comme s'il s'agissait de la vérité. Mais ce n'était pas le cas. Gabbard a mis la main sur un rapport de la commission du renseignement de la Chambre des représentants qui était resté sous clé dans les coffres de la CIA pendant près d'une décennie. Les enquêteurs ont passé plus de 2000 heures à examiner comment le canular russe avait vu le jour, interrogeant 20 responsables de la CIA et du FBI. Il s'avère que l'administration Donald Trump gagne. Deuxièmement, que Poutine a pris des mesures pour aider Trump à gagner. Troisièmement, que les Russes avaient des moyens de faire chanter Trump. Il s'agissait du dossier Steele. Et quatrièmement, que les Russes ont essayé de faire une collusion avec l'équipe de campagne de Trump. Et rien de tout cela n'était vrai. Aucune information fiable ne venait étayer ces allégations. Les hauts responsables de la CIA... Et donc, ça a été fabriqué entièrement par Barack Obama. On fait juste, on remercie Aline de Quantum Leap Traduction. On mettra le clip au complet qui réexplique toute cette histoire-là sur notre chaîne Telegram. Mais donc, c'est ça, il faut toujours se garder en tête que c'est Obama la cible et que James Comey ici n'est qu'un petit poisson. Et de toute façon, pour ne pas sauter de joie trop rapidement, il faut se rappeler, évidemment, que dans les tribunaux, si ça va s'en aller devant des tribunaux civils, et devant les tribunaux civils, c'est très difficile d'avoir des accusations, c'est-à-dire des convictions réelles. Pensez à Dili Povdari, pensez à Igor Danchenko, les procès de John Durham, Michael Sussman, etc. C'était des dossiers faciles à défendre devant un jury, puis les jurys ont finalement innocenté toutes ces personnes-là. Dili, sur les points les plus importants, il a été innocenté. Et donc, c'est très difficile. Le fait qu'il a été référé à un tribunal civil, déjà, en ce qui me concerne, déjà, c'est un cadeau des patriotes. OK? Donc, il va probablement... Et puis, aussi, l'accusation elle-même, parjure devant le Congrès, etc., des trucs très, très, très mineurs. Ça aussi, c'est un truc, c'est un cadeau des patriotes en échange de sa collaboration. Pourquoi je dis que James Comey collabore?
parce que ça fait longtemps qu'on sait que James Comey collabore, comme Peter Strzok. Rappelez-vous, Peter Strzok et Lisa Page, on avait appris qu'ils collaboraient à l'enquête, etc., l'enquête Durham et tout. Donc, les Patriotes ont commencé, en fait, avec Lisa Page, Peter Strzok, etc., et puis d'autres personnes au département de la justice et au FBI, et ont remonté jusqu'à James Comey. Là, maintenant, c'est au tour de James Comey, et là, James Comey va permettre d'aller chercher John Brennan de la CIA, et puis John Brennan va finalement permettre d'aller chercher Barack Obama. Et je dis qu'on savait qu'ils travaillaient ensemble depuis longtemps parce que ça avait été annoncé par Q, tout simplement. Ici, c'est le 27 juillet 2019. Q publie un tweet de James Comey où est-ce qu'on le voit dans un champ de maïs. Et là, Q qui dit est-ce que le maïs est prêt à être récolté? Et là, tout le monde a compris, si vous étiez sur les forums de discussion 8chan, 4chan à l'époque, tout le monde a compris que ça voulait dire que Comey est en train de collaborer, en train de donner les renseignements, etc. Et il y avait un autre post de Q, encore une fois, un petit peu plus tard, en novembre 2019, qui parle encore une fois de la récolte avec Comey. Et là, il dit, est-ce que la récolte a été préparée et sera bientôt livrée au public? Et là, il cite le nom du livre de James Comey, A Higher Loyalty, parce que James Comey a écrit un livre qui s'appelle A Higher Loyalty, une loyauté à un niveau supérieur, c'est genre la main sur le cœur, la Constitution des États-Unis, etc. Mais, tu vois, donc, Hunters become the hunted, ça c'est la phrase que Trump a encore une fois sortie il y a à peu près 2 mois. Les chasseurs deviennent les chassés, et trahison, sédition, etc. Et donc, on parle encore une fois de récolte ici, et finalement, plus tard, en 2020, encore une fois, avec la récolte a été effectuée finalement. Et tout le monde a compris à l'époque que finalement, Comey avait parlé, Comey avait collaboré à l'enquête. Et donc, c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec une mise à l'accusation pour un petit délit. C'est un gros délit, là, avoir menti, parjure, etc. Mais c'est pas trahison, on s'entend. Alors que James Comey est coupable de trahison. Il a participé à tout ça, mais on lui a donné quelque chose de mineur dans un tribunal civil. Donc, c'est les meilleures conditions qu'il aurait pu obtenir, à mon sens. Il y a aussi le fait, par exemple, en termes de collusion, de travail conjoint avec l'administration Trump, il y a, lors de l'année dernière, j'en avais parlé dans un web journal, lorsqu'il a tweeté ça ici, 86-47, hein? 86-47. Tout le monde sait que 86-86, ça veut dire tuer quelqu'un. 47, c'est Trump. C'est exactement comme le tweet de, comment ça s'appelle, là, Alexandre Soros, où est-ce qu'il y avait 47 $ puis une trou de balle dans les... qui était publié à, je me rappelle plus, là, c'est comme quelque chose 17, puis Mike Flynn, exactement 12 heures après, 17 avait retweeté ça en disant que c'est une proposition d'assassinat. C'est la même chose ici. Donc, Comey qui dit, qui lance comme une espèce d'appel à l'assassinat 86-47, un assassinat de Donald Trump. Et Trump s'en était plein en entrevue. Il a dit, alors que la publication de Comey sur les réseaux sociaux déclenche une polémique, que signifie 86? 86, ça veut dire une exécution, un meurtre. Comey affirme que le message 86-47 qui a provoqué la tempête de colère contre Trump était totalement innocent. Non, je ne savais pas ce que je faisais. C'est le directeur du FBI, puis il ne sait pas ce que ça veut dire, 86-47. Mais, et là, en plus de ça, si vous regardez, là, donc c'est 86-47, mais en noir, c'est 6-4-7. Et 6-4-7, ça fait 17. Tout le monde l'a vu, là. Encore une fois, ça, c'est les gens qui suivent Q et tout ça, tout le monde a vu que ça fait 17. C'est pour ça qu'on a isolé le 8 et qu'on a le 6-4-7 ensemble. Donc, il y a comme un espèce de double clin d'œil. Et là, on doit se demander, est-ce qu'un directeur du FBI qui connaît ces choses-là aurait fait un appel à l'assassinat aussi clair et évident sur les réseaux sociaux, une tentative d'assassinat d'un président? Quand il y a une conspiration pour ça, on prend des précautions.
surtout quand on est une personne en vue comme le directeur du FBI. Donc, on n'annonce pas l'assassinat d'un président américain sur les réseaux sociaux, encore moins quand on est directeur du FBI, sauf que ça allait dans le sens de la tentative d'assassinat à Butler sur Trump, les menaces, etc. Ce que j'ai expliqué, la stratégie de l'attention que j'ai expliqué, c'est-à-dire que Trump est accablé. Il y avait des attentats dans les rassemblements de Trump, du gaz et des trucs comme ça. Et là, assassinat contre Trump et tout ça. Ça a permis à Trump de jouer le rôle de la victime. C'est impossible que Comey, c'était clair comme de l'eau de roche, comme appel à l'assassinat, et c'est impossible que Comey ait été aussi stupide que de faire ça sans qu'on lui ait demandé de son propre chef, etc. Un ancien du FBI, c'est juste pas... Et donc ça, c'est pas, à mon sens, c'est une autre commande des Patriotes, ça, qui va dans le sens de la fausse tentative d'assassinat à Butler, etc., etc. Donc, il faut se rappeler, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que Comey, dans toute cette histoire, je ne vais pas refaire toute l'histoire du Obamagate, je suppose que mes auditeurs sont assez férus d'actualité politique américaine pour m'en dispenser, mais je veux juste rappeler que, alors que tous les hauts échelons de l'administration Obama, James Clapper, Brennan, etc., Obama lui-même, Joe Biden, Susan Rice et tout ça, comment il s'appelle l'autre aussi, là, le département de la justice, là, je ne me rappelle plus, était en train de tenter de destituer, de trouver des raisons pour destituer un président dûment élu avec cette histoire de collusion avec la Russie. C'était initialement le FBI. Le directeur de la CIA, John Brennan, était allé à l'étranger et utilisait le réseau des Five Eyes pour espionner sur Donald Trump. Il est allé en Angleterre, il est allé en Italie, en Nouvelle-Zélande, puis il avait demandé aux alliés de participer à l'entreprise d'espionnage de la campagne Trump. Mais à l'intérieur des États-Unis, c'était James Comey qui était responsable de ça. Et qu'est-ce que Trump a fait quand est venu le temps, en fait, quand ça a commencé à chauffer, eh bien, il a nommé Robert Mueller. Rappelez-vous, donc, Robert Mueller, l'enquête sur la Russie. Qu'est-ce que Trump a fait, en fait, c'est qu'il a sorti le dossier de cette enquête sur la Russie des mains de James Comey et du FBI, et il les a mis dans les mains de Robert Mueller, qui était son homme à lui, qui l'a rencontré juste avant de le nommer secrètement, etc. Et donc, ils ont fait un deal à Mueller, j'ai expliqué 1000 fois. Mueller, qui était une personne corrompue que Trump a retournée, il a dit, tu vas produire une enquête qui va durer 2 ans, tu vas m'exonérer à la fin, ça va finir en queue de poisson, j'aurai rien, puis on ne regardera pas ce que tu as fait lors du 11 septembre, à la vente d'uranium à Uranium One, etc. C'est une entente comme ça. Et donc, ce que Trump a fait, c'est qu'il a pris l'enquête sur la collusion avec la Russie de James Comey des mains du FBI et il l'a donné à un homme à lui et il a renvoyé James Comey, etc. Et là, ça a été, c'est ça, c'est le torchon brûlé entre Trump, le FBI et tout ça pendant des années. Et finalement, après ça, on se retrouve avec James Comey qui a accepté de collaborer. Et les résultats de cette collaboration avec les Patriotes, c'est ça ici, ce genre de truc-là, et c'est aussi des accusations réduites comme celles que vous voyez présentement, mais évidemment, en échange d'informations, l'information est sortie, là, l'information a été colligée, c'est probablement dans les annexes du rapport Durham, etc., ou à quelque part au département de la justice, et là, ils sentent la soupe chaude, n'est-ce pas? On voit ici John Brennan qui est allé, et Obama aussi, Brennan et Obama qui ont commenté. Ils sont allés sur les plateaux de télévision. Obama, lors de sa tournée à Londres, il est à l'étranger, il fait une tournée là, pour essayer de redorer son image, gagner de la sympathie, mais ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a juste plus ce l'aura qu'il avait auparavant. Et John Brennan qui dit, je l'ai-tu mis ici, Brennan? Non, je ne l'ai pas mis. John Brennan qui dit, je ne sais pas qu'est-ce que l'autre a à dire, j'ai rien à me reprocher, hein, j'ai rien à me reprocher. You know, I don't see any case against me. I have looked back on all of my actions and decisions, and with John Durham, the special counsel, and others that have looked at what we did, it was certainly consistent with our legal authorities and with the law. So I don't know what, they're referring to there. Individuals who... Je vois pas ce que j'ai fait de mal. Je vois pas ils ont toute l'information sur lui. Ils ont l'information sur Obama aussi également. Donc c'est dans ce sens-là que
que j'analyse la mise en accusation de Comey, c'est une peine réduite qui s'inscrit dans le cadre de la collaboration de Comey avec l'enquête des Patriotes qui va mener, ils sont très, très, très mal à l'aise, là, qui va mener à faire tomber éventuellement John Brennan avec les témoignages de Comey et éventuellement Barack Obama. Voilà. Donc, Obama, qui est encore une fois qui est sur la sellette. Ici, même Mike Flynn dit exactement ça. Yeah, Comey got indicted, but let's be clear, that's just the first crack in the dam. Il dit Comey a été inculpé, mais c'est juste comme la première faille dans le barrage, c'est la craque dans le barrage. Et éventuellement, je vous rappelle, j'avais utilisé cette image-là. La fente dans le barrage hydroélectrique, éventuellement, s'il y a un petit jet d'eau, puis éventuellement, ça devient comme inarrêtable. C'était une scène que j'avais utilisée du film Guns of Navarone. Et il dit exactement ça. Et ça nous mène à Barack Obama. Hein? Donc, l'inculpation de Comey va nous mener à comprendre et va nous permettre d'arriver à une opération d'envergure coordonnée au niveau national, au niveau de l'exécutif, etc. Et même chose, donc c'est Barack Obama qui était à Londres en disant non, je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de faire, c'est très dangereux pour la démocratie, etc., etc. Et même chose ici, Flynn qui répond à Barack Obama en disant Barack Obama, it's called projection. Obama qui répond, là, et Flynn qui lui dit finalement que tu représentes la tête de l'infiltration marxiste des institutions américaines. Et ça fait écho encore une fois à ce que JFK disait, le discours fameux de JFK à la Galerie de la Presse en 1961, qui parlait d'infiltration du gouvernement américain. Et donc, quand Obama, c'est quand l'infiltration marxiste a pris le contrôle de la branche exécutive. Donc, pendant des décennies, il y a de l'infiltration marxiste à l'intérieur du gouvernement. Et tu commences à contrôler des congressistes, des universités, la presse. C'est ce que le sénateur Joseph McCarthy enquêtait. C'est sur ça que Joseph, le mécartisme, etc., là, c'est sur ça que l'infiltration du Parti communiste aux États-Unis, etc. Et Obama, c'est un marxiste radical. Et sa présidence représente l'apogée de la prise de contrôle du marxisme radical sur les institutions américaines. Donc, sur des décennies et des décennies, éventuellement, tu arrives à une position de force où tu peux prendre le contrôle de l'exécutif et la présidence elle-même. Et Obama, c'est ça, c'est là et c'est pour ça que j'ai toujours expliqué que la présidence de Donald Trump était une présidence de sécurité nationale pour sauver les institutions, etc., contre les ennemis intérieurs et extérieurs. Rappelez-vous de ça. Bon, c'est ça. Et donc, Flynn qui rappelle ça ici. Maintenant, donc ça, c'est pour James Comey. Il y a plusieurs choses aussi. Trump qui est allé, encore une fois, dans cette entreprise de démolition contrôlée du mondialisme. Il est allé à l'ONU recadrer l'institution. Et là, il y a eu des problèmes techniques, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous montrer les clips parce que tout le monde les a vus. Là. Il embarque sur l'escalator, les escaliers roulants. L'escalier roulant arrête tout d'un coup. Et même chose, le téléprompteur ne fonctionne pas. Il doit faire son discours sans avoir le téléprompteur, c'est une espèce de truc sur chaque côté où est-ce que tu peux regarder et lire ton discours. Il y a aussi le micro qui a coupé, etc. Et donc, des problèmes techniques, mais quel responsable finalement? En fait, on pourrait poser la question qui bono? Et qui bono, encore une fois, c'est Trump. Ça s'inscrit encore une fois dans toute cette... et donc, il y a une possibilité, on ne peut pas être sûr à 100%, mais une possibilité que ça ait carrément été fait, tout ça, l'escalator qui est arrêté, tout ça, a été produite littéralement par les Patriotes, parce que si c'était quelqu'un à l'intérieur de l'ONU qui avait fait ça, eh bien, on peut retracer le coupable immédiatement. C'est comme si quelqu'un avait tiré une balle, tu comprends? C'est qui a tiré sur la prise de courant, on peut savoir qui était responsable, et il n'y aura personne de responsable. On ne trouvera jamais un responsable de toutes ces défaillances-là, puisqu'il n'y en a aucun, à mon sens. Si j'avais... Je voulais présenter ça de façon un peu soft, là, c'est-à-dire... si on avait à mettre un fusil sur la tête et dire quelqu'un à l'ONU a essayé de censurer Trump, parce que là, ça en fait trois dans la même journée. Ça a été l'escalier roulant, ça a été le téléprompteur, puis ça a été son micro a coupé à un moment donné. Ça fait trois. Et donc, ça a l'air d'être un complot onusien contre Trump.
Le truc, c'est que ça renforce encore plus ce qu'il dit, puisqu'il est allé à l'ONU, mais il est allé ridiculiser l'institution, montrant les contradictions de l'institution, la présentant comme une institution corrompue qui travaille contre les peuples. Donc, ça renforce son propos. C'est comme un porte-voix, là, tu sais, ça ajoute de l'émotion, de l'affect à ce qu'il essaie d'expliquer. Ça justifie encore une fois son propos et son ton vindicatif, parce qu'il y a eu un ton vindicatif où il est allé parler, notamment, il a dit que il a parlé du canular des changements climatiques devant tout le monde. Là. Et ici, il y a un impact sur les diplomates partout dans le monde quand le pays qui est supposé être le super porte-étendard des valeurs occidentales et de tout ça, là, commence à dire que l'ONU est une fraude essentiellement parce qu'ils défendent des trucs comme les changements climatiques qui sont une fraude, il a été le dire, l'immigration, que l'ONU pousse l'immigration qui est une destruction des sociétés, etc. Etc. Donc, il a été littéralement tapé dans le nid de guêpe. Il a montré finalement que l'ONU était une institution technocratique qui impliquait la perte de souveraineté des nations, puis finalement que l'ONU était antidémocratique. Parce que si vous regardez bien ce qui se passe, les décisions qui se prennent à l'ONU, c'est pas les peuples qui les prennent. C'est les technocrates, personne n'a voté pour ça. L'ONU, c'est l'exemple parfait de la dépossession des peuples. C'est-à-dire, ils nous prennent notre pouvoir, ils nous font avaler des trucs dont on ne veut rien savoir, comme les objectifs du développement durable, qui sont une fraude intégrale, les traités sur la migration, comme le traité de Marrakech, l'Organisation mondiale de la santé avec les vaccinations forcées, l'UNESCO, qui est, il y a des trucs bien dans l'UNESCO, mais finalement, c'est une prise de contrôle du système d'éducation par les mondialistes. Hein. C'est donc, par exemple, l'UNESCO et les trucs du développement durable vont ensemble. L'UNESCO, c'est l'organe de l'ONU qui est en charge de rentrer ça qui est en charge de la propagande, on pourrait dire. OK? Et encore une fois, je le dis, donc il faut lire Le meilleur des mondes de Julian Huxley. Et le traité de l'UNESCO, je ne me rappelle pas c'est quoi je pense que c'est le programme de l'UNESCO par son frère Julian Huxley. Il y a Aldous Huxley et il y a Julian Huxley qui était le premier secrétaire de l'UNESCO. Donc, entre le meilleur des mondes de Aldous Huxley et comment on formate les enfants là, dans le meilleur des mondes, c'est des bébés éprouvettes. Et on leur apprend des trucs avec de l'hypnopédie. C'est ça ils appellent ça de l'hypnopédie. C'est-à-dire, c'est des répétitions. Tu entends quelque chose pendant que tu dors, là, puis tu l'apprends. Éventuellement, ça devient comme... par exemple, il y a des castes, là, et puis... pour certaines castes, ils font comme 60 000 répétitions de telles choses pour qu'ils comprennent que sa place, c'est ça. Et puis pour d'autres trucs, c'est comme 22 000 répétitions. C'est scientifique. Et donc, c'est comme de la propagande scientifiquement organisée. Et c'est essentiellement ça, l'UNESCO. Là, ça a été écrit par le frère de Julian Huxley. Les deux étaient dans les mêmes cercles marxiste, la société fabienne anglaise, etc., etc. Et donc, Trump est allé là-bas dénoncer tout ça. C'est l'ONU, on ne devrait pas avoir aucun respect pour cette organisation-là. C'est l'organisation antidémocratique par excellence. C'est le lieu où meurt notre souveraineté nationale. Comprenez ça? C'est le lieu. Tu sais, quand tu dis tu te bats pour la liberté des peuples, on s'est battu contre le nazisme, whatever, ou tu sais, c'est comme l'ONU, ça a peut-être été une bonne idée initialement, ou quoique non, là, mais selon. Ça n'a jamais été une bonne idée, ça a toujours été une arnaque. Mais il y a des idéalistes qui ont adhéré à ça à l'ONU. On peut régler nos problèmes en discutant, etc. Mais c'est pas ça. À la fin, c'est que c'est devenu une espèce de léviathan, un monstre qui siphonne la souveraineté des peuples partout puis qui impose un nouvel ordre mondial, littéralement, qui impose des règlements, des trucs, etc. Et les peuples n'ont aucun mot à dire. Finalement, c'est une organisation qui devrait être jetée à la poubelle. Et c'est ça, finalement, que j'ai un clip où est-ce que Trump parle des changements climatiques en disant que c'est une arnaque, mais je pense que je vais vous épargner le clip. Je vais aller tout de suite à
à Ron DeSantis qui dit finalement, et ça c'est un autre truc, c'est-à-dire Ron DeSantis, à cause de ce qui s'est passé à l'ONU avec le téléprompteur, l'escalier roulant, etc., il est le porte-voix en fait de la politique en filigrane de l'administration Trump. La politique en filigrane de l'administration Trump, c'est la décrédibilisation de l'ONU vers un possible retrait ou une refonte en profondeur. Et il dit, on ne devrait pas donner d'argent à l'ONU, on devrait définancer l'ONU, etc. I've been in favor of defunding the UN for a long time. I think Congress should do that. I think it's a totally corrupt and feckless body. And I think it was refreshing that the president went there in front of a generally hostile body and told the truth and told them why they were wrong, told them why their open borders globalism has failed, how their green energy obsession has failed. And he talked about what good policies mean for America first. So I agree with you. I thought it was one of the best speeches he's given on international affairs. I bet you a lot of those people in that audience may not have liked it. Donc, c'est une organisation totalement corrompue dont toutes les politiques ont échoué, du changement climatique jusqu'aux migrations. Ça dessert les peuples et ça devrait être définancé. Ça, c'est le fond de l'administration. C'est le fond ça va aussi avec America First, n'est-ce pas? C'est comme, tu sais, on retire les troupes. Là, America First, c'est pas juste avec Israël puis le Moyen-Orient, c'est partout. C'est le retour de la souveraineté. Le retour de la souveraineté, ça veut dire sortir de l'UNESCO, comme ils ont fait, sortir de l'Organisation mondiale de la santé, comme l'a suggéré RFK. Vous voyez la politique totale de Trump au sujet de l'ONU, c'est un retrait des financements. C'est comme il opère maintenant avec l'ONU comme il a opéré avec l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire c'est corrompu, ça ne sert à rien, on sort de là, etc. Même chose avec l'UNESCO, on sort de là, etc. On n'est pas dans les affaires, ces histoires-là de changement climatique. Et il a cité, il est arrivé, j'ai le clip, mais des fois, c'est pas nécessaire de montrer le clip. Là, il est arrivé, puis il a cité un après l'autre toutes les arnaques climatiques dans la face des gens, c'est dans la face de ceux qui mettent ça en branle. Et ça ici, ça faisait écho, son discours de cette semaine à l'ONU faisait écho exactement, en fait, à ce qu'il a expliqué en 2018. Donc, l'ère du mondialisme est terminée. Rappelez-vous, on avait ça au début dans la vidéo d'attente des webjournaux, c'est-à-dire de chérissez votre souveraineté. Si vous aimez la liberté, chérissez votre souveraineté. L'ère du mondialisme est terminée. L'avenir appartient aux patriotes, etc., etc. Et les gens, à cette époque-là, me disaient, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, les gens disaient, j'ai dit, quand il a dit ça, c'est que c'était déjà acté. On s'en va vers ça. Parce que Trump ne fait jamais d'annonce sans avoir ficelé les trucs à l'avance. Et là, vous avez la phase 2 de ça, où est-ce qu'il va là-bas. Et ouais, selon moi, il s'est organisé, il s'est auto-croquenjambisé. On sait que c'est un petit coquin, Trump, là, qui est ça, qui aime bien se jouer à la victime et puis dire avec Joe Biden, on est sur le bord de la Troisième Guerre mondiale, ça ne serait jamais produit avec moi l'invasion de l'Ukraine, etc., alors que tout est organisé avec Poutine et que Biden est sous contrôle d'un programme de continuité de gouvernement, etc. Tu sais, c'est comme... C'est la WWF, on l'a souvent, c'est la lutte avec Trump, il a été promoteur de lutte, de boxe, etc. Et donc, c'est le showman. Et donc, je ne peux pas m'empêcher, avec tous les exemples, il y a comme des régularités dans son truc, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer la possibilité que ça a été... les problèmes techniques ont été organisés par le camp Trump pour donner du poids à son propos. Parce que c'est ça que ça fait. OK? Donc, vous avez écouté, il y a plein de traductions du discours. Je ne vais pas vous accabler avec plusieurs traductions, etc. Mais on va y aller aussi maintenant avec cette histoire de Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, j'avais quelque chose à dire justement là-dessus. Premièrement, les médias se sont offusqués de la suspension de Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, il y a eu la mort de Charlie Kirk. Jimmy Kimmel a fait une blague là-dessus. C'était pas vraiment une blague. En fait, c'était comme une espèce de reproche à Trump. Et il a affirmé dans son monologue que c'était quelqu'un de la gang de MAGA. C'était le camp Trump qui avait tiré sur lui-même. C'était c'était des gars
C'était un MAGA qui avait tiré sur Charlie Kirk. Et là, ici, on n'est plus dans l'humour ou on est dans la complicité après le crime. C'est-à-dire qu'il y a tout le débat sur la violence de la gauche. Je ne sais pas si je l'ai à quelque part ici. En tout cas, il y a tout ce débat sur la violence de la gauche avec les fusillades trans. Et je l'ai à quelque part ici. Ah, c'est ici, je pense. Left-wing terrorism on the rise. Et là, alors que selon la version officielle, et là, on va voir que la version officielle a quand même du plomb dans l'aile, là, mais je ne vais pas aller dans les détails, mais elle a quand même du plomb dans l'aile. Alors que socialement, au niveau du climat social, c'est la gauche qui est encore une fois, ou les démocrates, ce que les Américains appellent les liberals, ou l'establishment médiatique, etc., qui se retrouvent dans les câbles. Et Jimmy Kimmel dit non. Il pointe du doigt un autre, il dit c'est le camp Trump lui-même, c'est eux les violents. Et là, on n'est plus dans les blagues où on est littéralement dans la désinformation. Le détournement d'attention, etc. Et donc, c'est quelque chose de politiquement très, très, très pernicieux. Et c'est pas juste une question de liberté d'expression ici. Là, vous comprenez? C'est comme si... je prendrais un exemple. Lors de la fusillade de la mosquée de Québec, là, c'est comme si on avait dit, Alexandre, comment je me rappelle plus, là, Boissonneau, ou, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, prenons juste la version officielle, là. Parce que la version officielle, là aussi, il y a des problèmes. Mais donc, Alexandre Boissonneau est arrivé à la mosquée de Québec, il a tiré, puis il y a des gens qui ont eu des dommages, je pense, des décès, etc. Et c'est comme si on avait dit, des chroniqueurs de droite avaient dit, c'est les musulmans eux-mêmes qui l'ont fait sur eux. T'sais, ça aurait été tout de suite condamné, et alors qu'il n'y a aucune preuve de ça, puis les preuves pointent dans le sens inverse. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? C'est du détournement politique. C'est ça qui est lourd dans son truc avec Jimmy Kimmel. Et il y a aussi le fait que ça s'ajoute à des années, presque une décennie de mensonges médiatiques où est-ce que... là, Trump a dit, regarde, donc, Donald Trump a suggéré que les chaînes de télévision américaines pourraient perdre leur autorisation de diffusion pour toute couverture médiatique négative de son administration. C'est pas du tout ça qu'il a dit, là, mais c'est quand même, en tout cas, fantastique la façon dont France 24 rapporte ça. Il dit essentiellement que c'est de la désinformation, et c'est, selon les statistiques officielles, par exemple, de l'Université Harvard, c'est jusqu'à 97% négatif, et c'est du mensonge. C'est pour ça qu'il dit qu'ils devraient perdre leur licence, parce que c'est même plus de l'information. Par exemple, toute cette histoire où est-ce qu'on a dit lors de la COVID-19 qu'il avait proposé de boire de l'eau de Javel, du bleach. Il n'avait pas dit ça, il n'a jamais dit ça, ça a été réfuté 1 million de fois. Et je le vois encore des fois dans les commentaires, là, Trump qui veut... Tu écoutes Trump, lui, qui disait que tu devrais boire de l'eau de Javel. Et donc, c'est resté parce que les médias ont fait semblant que Trump avait dit de boire de l'eau de Javel pour guérir la COVID-19. Il n'a pas dit ça. Il a dit on utilise du désinfectant pour les surfaces. On pourrait aussi utiliser du désinfectant comme de la lumière, c'est dans la citation, là, comme de la lumière ultraviolet à l'intérieur du corps, pour désinfecter les poumons, ce genre de trucs-là. Et donc, tous les observateurs indépendants ont dit qu'ils n'avaient jamais dit de boire de l'eau de Javel, mais les médias ont fait croire que c'était un hurluberlu qui suggérait aux gens de boire de l'eau de Javel. Et donc, ça, c'est de la désinformation. On n'est plus dans l'information. Les médias aux États-Unis, c'est plus de l'information. C'est ce que je vous expliquais dans le dernier webjournal cette semaine, Hiroshima. Quand ils disent il n'y a aucune étude qui montre qui lie le Tylenol à l'autisme, etc., alors que toutes les études sont... C'est de la désinformation complète. C'est de ça dont se plaint l'administration Trump. Même chose avec les émeutes à Charlottesville en 2017. Il est arrivé là, et là, il y a comme des néo-nazis, pas des néo-nazis, mais il y a eu comme plein de manifestations dans cette ville pour X raisons, dont des néo-nazis. Et il y a eu des clashs entre les antifas, les gens de gauche et les gens de droite, et il y a eu un mort, une voiture qui est rentrée dans une personne, etc. Et puis là, ça a fait on a essayé de lui mettre ça sur le dos. Et là, il a dit, il a essayé d'apaiser les tensions, et il a dit, il y a des bonnes personnes des deux côtés, sauf les néo-nazis. Il a dit, on devrait calmer les tensions parce qu'il y a des bonnes personnes des deux côtés, virgule, sauf les néo-nazis, sauf les nazis. Dans la même phrase, littéralement comme une respiration plus loin, là.
sans trois petits points, dans la même continuité, sauf les néo-nazis. Les médias n'ont jamais mis ça dedans et on dit qu'il y avait des bonnes personnes des deux côtés et donc qu'il félicitait les nazis. Et ça a été utilisé, ça a été tapissé partout dans les médias. C'est inimaginable le genre de tromperie qu'ils font. Et ça a été même repris par Joe Biden lors du débat l'année dernière. Joe Biden a dit dans le débat, he said there's very fine people on both sides. Il y a des bonnes personnes des deux côtés. Il félicitait les nazis. Ça n'a jamais été ça. Et donc, on a de la misère, si on n'écoute pas les médias américains, on a de la misère à comprendre le niveau de désinformation qui est opéré ici. Et Jimmy Kimmel, ça s'inscrit là-dedans. Vous voyez, comme ici. Donc, fact check. No, Mr. Trump did not call neo-Nazi and white supremacists very fine people. Ça s'appelle, si vous voulez chercher l'origine de ça, c'est le very fine people hoax, puis l'autre, c'est le bleach hoax. Et il y en a plein des trucs comme ça. Notamment, il y a aussi le truc, je ne l'ai pas mis, avec Shinzo Abe, où est-ce qu'il verse... je ne l'ai pas. En visite au Japon, il verse les deux, il est avec le premier ministre japonais, Shinzo Abe, ils vont dans une espèce de temple shinto, et là, il y a les poissons, les koi, et là, ils nourrissent les poissons. Et les médias montrent Trump qui vide son panier comme ça, comme un gros beauf, comme quelqu'un qui n'a pas de classe, il vide son panier comme ça. Et là, ça a fait encore une fois le tour du monde, impair diplomatique. Trump est alors que Shinzo Abe venait faire exactement la même chose 3 secondes plus tard. Plus tôt, je veux dire, il avait vidé son panier comme ça et Trump a suivi Shinzo Abe et a lui-même versé son panier et les médias n'ont gardé que le Trump qui verse son panier en disant impair diplomatique, etc. C'est inimaginable le niveau de désinformation qui est appliqué contre cet homme-là. Je l'ai dit, hein, c'est comme genre... l'effort qui est déployé est probablement supérieur à l'effort qui a été déployé contre l'Allemagne nazie. Pas que c'est comparable, mais c'est comme en termes de fonds et de mobilisation. Là, les mondialistes sont en... Et puis là, tu sais, il y a aussi les Black Pills là-dedans. Et puis... c'est mon petit coup de couteau, là. Hebdomadaire contre les Black Pills. Mais c'est pour ça qu'il dit, éventuellement, ils devraient avoir leur licence, parce que ces mensonges, il n'y a pas de... Il n'y a personne qui les fact-check, il n'y a pas d'instance, il n'y a pas d'organe gouvernemental qui les surveille, etc. Et donc, c'est ça. Et là, évidemment, donc, Jimmy Kimmel qui a été suspendu, et là, tout l'establishment médiatique au Québec, là, de Patrick Masbourian, Yves Boisvert, et tout le monde ont dit que c'était la fin de la démocratie, et puis on était rendu en Corée du Nord, comme a dit le chroniqueur Antoine Robitaille. Moi, j'ai déjà lu ce gars-là, puis j'ai déjà eu du respect. Ils perdent un après l'autre tout le respect qu'on avait pour eux. Robitaille qui dit on est en Corée du Nord. J'ai l'impression de vivre dans un cauchemar que le hustler et tout ça est en train de virer comme la Corée du Nord. C'est hallucinant. J'en reviens pas. Soit c'est un pur ignorant, soit c'est un imbécile, un ignorant, etc., ou soit il joue un jeu, puis c'est très, très, très pernicieux, son truc. Mais ils ont tous unanimement condamné le renvoi de Jimmy Kimmel. Mais le truc, encore une fois, c'est que Jimmy Kimmel, le problème avec son truc, c'est qu'il couvrait un crime. C'est comme si tu disais, par exemple, quelqu'un a tiré sur JFK, mais c'est pas Lee Harvey Oswald. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails, on va y aller avec la version officielle, là. Mais vous comprenez, c'est comme si quelqu'un disait « Non, c'est pas... on sait qui a tiré. » Puis là, on disait « Lee Harvey Oswald, c'est pas un communiste, c'est un supporter du président Kennedy. » Puis là, tu dis ça comme à la télévision, puis tu parles à rumeur, puis là, il y a comme plein de personnes, parce que le truc de Kimmel, que c'est un gars de MAGA, là, ça a été repris partout, y compris les Antifas au Québec, et puis même certains chroniqueurs qui disaient que c'était un gars MAGA. Je pense que Luc Laliberté a dit ça là, dans le Journal de Montréal, à Cube. C'est un gars MAGA qui a fait ça. Non, c'est pas un gars MAGA. Ouais. Et donc, c'est pour ça que et surtout que le timing était mauvais, et puis Jimmy Kimmel avait des codes d'écoute qui s'étaient effondrés depuis 2-3 ans. Il a perdu la moitié de son auditoire, etc. Donc, c'est une décision corporative, contrairement à, par exemple,
Stéphane Bureau qui s'est fait renvoyer pour avoir invité Didier Raoult. Rappelez-vous, il a fait une entrevue objective, pas complaisante, juste normale avec Didier Raoult. Et il s'est fait renvoyer. Et là, au micro de Penelope McQuaid, par la suite, elle lui a dit, on peut pas laisser, j'avais fait jouer l'extrait, on peut pas laisser les gens écouter ce genre de choses-là parce que les gens vont se faire des idées. Rappelez-vous qu'est-ce qu'elle a dit là. Elle expliquait, elle, le principe de la censure. Le principe de la censure. Tu n'as pas le droit d'avoir une discussion ouverte avec quelqu'un parce que les gens ordinaires vont se faire des idées puis ils vont avoir des mauvaises idées. On les a pas vus. On n'a pas vu Antoine Robitaille, Yves Boisvert, etc. se préoccuper de Stéphane Bureau. On n'a pas vu, on les a pas vus se préoccuper notamment de Radio-Québec, hein, quand on s'est fait censurer, alors qu'on citait juste des faits en 2020. Il y en a plein qui se sont fait censurer, il y en a plein qui ont perdu leur emploi au Québec, il y en a plein qui se sont fait renvoyer de leur ordre professionnel, etc., etc. On n'a jamais entendu cette gauche-là se préoccuper de Gina Carano, qui s'est fait renvoyer de Disney pour s'être plaint du sort des non-vaccinés, en disant qu'ils étaient personne n'a pleuré la suspension de Trump de Twitter, d'un président des États-Unis. Personne. Et là, ici, ça, c'est Jimmy Kimmel qui se moque du renvoi de Tucker Carlson. Goodbye, Mother Tucker, comme Motherfucker, là. Goodbye, Mother Tucker. Et donc, il se moque et éventuellement... Mais il y a personne, encore une fois, qui s'est plaint de ça. Personne s'est plaint de la censure et du déplatforming de Guillaume le Métis-Vierge. Alors que son truc, c'était un accident et que même si ça avait été une mauvaise blague, ça aurait toujours été comme dans le truc de Jimmy Kimmel. Donc, mais Antoine Robitaille, Masbourian, Boisvert, ils n'ont rien dit à ce moment-là. Personne s'est préoccupé du sort des camionneurs et des leaders du convoi des camionneurs qui se sont retrouvés devant les tribunaux pour rien et qui ont vu leur compte en banque gelé, etc. Leur liberté d'expression annulée. Personne ne s'est préoccupé du bannissement de Alex Jones. Personne ne s'est préoccupé... Vous voyez ce que je veux dire, là, etc., etc. Donc, ici, le double standard est visible de tous. OK? Donc, qui ne viennent pas nous faire chier. Et c'est important, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des conséquences. Je l'ai dit dans le dernier Web Journal, c'est important qu'il y ait des conséquences au truc de la gauche, parce que de la gauche ou de l'establishment, là, c'est des mondialistes ou whatever. Je ne veux pas mettre tous les gens de gauche là-dedans, là. C'est pas ça, là. C'est toujours compliqué. Une personne est toujours un peu complexe, avec des sensibilités un petit peu à gauche, à droite sur certains sujets. Puis, je veux pas être trop clivant. Mais là, j'ai perdu ce que je voulais dire. Tout ça est... Merde, j'avais une bonne idée, là. Tout ça est rendu visible maintenant. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est pour ça que c'est important de... C'est comme un enfant, il faut que tu lui montres les conséquences de... Ces gens-là sont restés silencieux lorsque ça se passait de notre côté ou avec des personnes qui n'aimaient pas. Et là, maintenant, ça se passe à eux. Et là, si on les tient pas responsables ou si on leur montre pas leurs contradictions, si on pardonne trop, il n'y a aucune réflexion sociale qui se produit. Il faut qu'il y ait des conséquences pour qu'il y ait une réflexion sociale qui se produise. On peut pas être toujours gentil. C'est comme un enfant. Il faut qu'il y ait des conséquences pour qu'il réfléchisse. Tu comprends? Il faut qu'il y ait des conséquences. Quand tu fais de la vitesse tout le temps comme un malade, éventuellement, mais tu craches. Puis là, sinon, si tu n'as pas de crash, ben, tu vas juste comme continuer comme... Parce que éventuellement, il faut qu'il y ait un retour du réel. Et c'est ce que je disais dans le web journal Hiroshima aussi. Donc, il faut qu'il y ait des conséquences. OK? Rappelez-vous aussi, je m'excuse, quand les médias disaient que Trump avait des problèmes mentaux, là, des problèmes de santé mentale en 2019, pour le destituer, pour invoquer le 25e amendement, ils mentaient sur son état mental. Ils prenaient des espèces de psychiatres démocrates qui le diagnostiquaient, qui le psychanalysaient à distance, puis le disaient « Ouais, c'est certain que c'est tel problème mental. » Et puis, c'est ça, les médias américains. En tout cas, voilà. On va aussi donc y aller avec ça ici. On arrive à bientôt l'heure. Charlie Kirk
Je voulais. Il y a avant de Charlie Kirk, parce qu'on va terminer avec Charlie Kirk, là, cette annonce Trump qui a déclaré que le mouvement Antifa était une organisation terroriste. Oui, c'est bien que ce soit une organisation terroriste puisqu'ils ont des stratégies militaires, ils sont violents dans la rue, ils ont des stratégies militaires, ils sont organisés, c'est effectivement un mouvement terroriste. Il y a des journalistes qui ont infiltré le mouvement Antifa et qui peuvent témoigner de tout ça, qu'ils sont une organisation militarisée et violente. Carlin Borisenko is an undercover investigative journalist for Decode the Left who's infiltrated these terror cells. Carlin, tell me about how these people train. They look pretty militaristic. Yeah, absolutely. They do have sessions where they bring in people with military experience. Anti-war is a very big thing for Antifa, so they do hand-to-hand combat trainings. I was just undercover with them in New York City over the weekend, where they had a whole self-defense class where they were teaching people how to violently, confront the police, but also defend themselves if they needed to be put in that position. And why do they always get out of jail so quickly? You see all these people get popped, they get bailed right out, and charges never stick. How is that? Well, Antifa actually they train people on how to get arrested, and it's interesting with far left subcultures because they actually volunteer. Tu vois, et donc, il pose le problème aussi. Comment ça fait qu'ils ne sont jamais arrêtés, qu'il n'y a pas de conséquences à Antifa? Ben, c'est parce on l'a vu à Montréal. Moi, j'ai vu des manifestations avec Antifa, la vague bleue, etc. C'est coordonné avec la police et avec le municipal. La police n'intervient pas, la police ne fait rien. Moi, on est allé à la deuxième vague bleue à Trois-Rivières. La vidéo est sur Odyssée, je pense, vous pouvez voir. Je me fais agresser par. On est derrière un cordon de sécurité, tu sais, le fil jaune, là. On est dans une zone de police, interdiction d'entrée. On est avec notre caméra. On est en protection policière. Et là, ils passent le cordon de sécurité, puis ils s'en viennent directement vers nous. Et il n'y a aucun policier qui réagit. Fait qu'on se colle sur un policier. Et là, ils commencent à nous agresser. Ils se mettent 5 contre moi. Ils volent la caméra de mon caméraman. Le policier ne fait rien. Et après ça, on s'est défendu, là, mais les policiers ne font rien. Il n'y a jamais d'arrestation. Il n'y a aucune. Ils travaillent de concertation avec le municipal, avec. C'est les troupes de choc du mondialisme. Hein, ça leur permet de contrôler la rue essentiellement. Et donc, Trump qui les déclare parce qu'ils sont une organisation terroriste, là, et ils ont infiltré les universités et des professeurs à l'Université du Québec à Montréal qui sont ouvertement antifa avec des drapeaux antifa dans leurs bureaux. Je ne mettrai pas les images, là. Comment il s'appelle, le Derry, l'autre à Vichelochi ou quelque chose comme ça. Là. Ils font littéralement la promotion d'Antifa à l'université. Et donc, c'est ça. Trump désigne le mouvement Antifa comme une organisation terroriste, alors que... Et donc, ici, on doit comprendre juste un jeu d'échecs, n'est-ce pas? Puisque les Antifas, ce sont les troupes de choc du mondialisme. Et donc, il rend les Antifas... il les désigne comme une organisation terroriste et par ailleurs place des militaires dans les villes américaines comme Washington, D.C. Et là, plus récemment, c'est Portland en Oregon. Portland, c'est le bastion des Antifas. C'est là qu'il y avait cette espèce de zone en 2020 lors des manifestations avec George Floyd. Pas des manifestations, là, c'est des émeutes où tout brûlait aux États-Unis, Atlanta, Nashville, New York, Saint-Paul, Washington, Los Angeles, etc., etc. Chicago, tout brûlait aux États-Unis. Et ils avaient créé une espèce de zone franche où la ville n'avait plus accès. Un gigantesque quartier, puis c'était eux qui contrôlaient, puis... Les crimes ont augmenté là-dedans. Il y avait des viols, tout ça, évidemment. Mais c'est-à-dire que tu désignes les troupes de choc du camp adverse comme une organisation terroriste, ça te donne des pouvoirs pour intervenir contre les antifas. Et 2, tu déploies la garde nationale dans les villes en attente de quoi? En attente de quoi? Et donc, c'est ça. Ici, là, c'est Portland. Il y a des heures à Portland. L'utilisation de gaz lacrymogène et ça brasse à Portland. Mais c'est pas juste Portland, il a dit qu'il allait déployer à Chicago, en Nouvelle-Orléans, Baltimore, San Francisco, etc., etc. Donc, vous voyez un peu la game. On s'en va vers une espèce d'événement X. Par exemple, si c'était out of the blue comme ça, là, si c'était comme une mise en accusation de Barack Obama aux tribunaux militaires,
Veux-tu vraiment que les antifas fassent la pluie et le beau temps dans tes villes américaines? Non, tu les désignes en avance, en utilisant une raison factice. Là, tu les désignes pour les neutraliser, tu les désignes en avance comme une organisation terroriste, donc tu as comme plein de pouvoirs contre eux. Et pour sécuriser les villes américaines, tu as la garde nationale un petit peu partout. Mais j'ai expliqué ça dans un dernier web journal, dans le web journal Révolution. Vous comprenez un peu la game. C'est littéralement une partie d'échec entre les troupes de la garde nationale et les antifas. Maintenant, Charlie Kirk. Je voulais juste mentionner ici, là, ça devient anecdotique, là, mais l'enquête sur ce qui s'est passé avec Charlie Kirk continue aux États-Unis. Et les incohérences, évidemment, comme s'accumulent. Par exemple, je pense que le gars, le tireur, a été vu au McDonald's du coin 15 minutes après le tir, ce qui est comme pas possible. Et tout ça, il y a Candace Owens qui fouille, il y en a comme plusieurs comptes aux États-Unis qui fouillent, qui sortent les contradictions. Il y a Joe Rogan qui a montré comme plusieurs contradictions avec la version officielle, etc. Et moi, il y en a une ici qui m'a particulièrement plu, puisque, vous connaissez ma sympathie pour le christianisme. Et là, il y a Charlie Kirk qui est sur le bord d'être canonisé. Hein, ici, le cardinal Dolan, je pense que c'est de New York, là, a dit que Charlie Kirk est un Saint Paul des temps modernes. Un Saint Paul des temps modernes. Hein? Ça ici, c'est au Québec, ça. Charlie Kirk comparé à Saint Paul. J'en ai appris plus j'en ai appris sur Charlie Kirk, plus je me suis dit que ce type est un Saint Paul des temps modernes, a récemment déclaré le cardinal Timothy Dolan, archevêque de New York, à Fox and Friends, la chaîne Fox News américaine. Et là, évidemment, on dit, ça ici, c'est le Globe and Mail dit il est dangereux de transformer Charlie Kirk en un saint moderne. Transformer Charlie Kirk en saint est un jeu dangereux. Ici, les spéculations sur la sainteté de Charlie Kirk prennent de l'ampleur après le lien du cardinal de New York avec Saint Paul. C'est un héros. Ben oui, mais pourquoi? Parce qu'il prêchait et il a fait un miracle. Parce qu'il a pris le bâton du pèlerin, il faisait le tour des campus, il prêchait l'Évangile et tout ça, ce qui est louable. Mais pour être canonisé, ça prend un miracle et on vient d'apprendre que Charlie Kirk, qu'il n'y a pas de trou de sortie de la balle, c'est-à-dire il y a juste un trou comme ça, là. Ça a juste comme giclé comme en face et la balle de calibre 30-06 n'a pas sorti de l'autre côté, c'est-à-dire il n'y a rien en arrière, il y a rien en arrière. Il y a juste un trou ici parce que le corps sanctifié de Charlie Kirk a arrêté la balle, nous dit un médecin légiste. Hein? Pourquoi Charlie Kirk n'a-t-il pas eu de blessure de sortie? Un porte-parole de Turning Point USA parle d'un autre miracle. Il n'y a pas de point de sortie, mais il n'y a rien en arrière. C'est-à-dire que même si on avait tiré par en arrière, c'est-à-dire qu'il y aurait eu à avoir un point d'entrée et ça aurait été le point de sortie, mais il n'y a rien en arrière. Il n'y a pas de trou. Il y a juste... Hein? Et donc, c'est lui ici, là, Andrew Colvett, qui est le porte-parole de Turning Point USA. Il dit c'est un miracle, il n'y a pas de point de sortie, etc. Nous dit le médecin légiste ici, celui qui a examiné le corps, il dit un chirurgien qualifie Charlie Kirk d'homme d'acier. Il révèle le facteur miracle qui a probablement empêché d'autres personnes d'être blessées. Son cou, là, c'est un homme d'acier. C'est comme quand la balle a touché l'oreille de Trump, la balle a touché l'oreille de Trump, c'était intervention divine. Là. Je ne vais pas être trop. Je ne vais pas me moquer des gens parce que c'est quand même. Mais je vous assiste. En tout cas, c'est intéressant. Un allié de Charlie Kirk révèle qu'il y a un miracle absolu qui aurait pu sauver des vies lors d'une fusillade mortelle. Andrew Colvett affirme que le médecin de Kirk a qualifié de miraculeux le fait que la balle de haute puissance ne soit pas sortie du corps du fondateur. Ça a été sorti initialement par Candace Owens, mais ça...
Donc, selon la science et les médecins légistes, il n'y a qu'un trou, il y a comme juste un truc ici qu'on a vu. Il n'y a rien en arrière. OK. Là, moi, quand j'ai. Entre 2012 et 2015, et plus que ça, jusqu'en 2017-2018, peut-être, j'ai suivi le conflit, la guerre civile en Syrie. Et puis quand tu es sur YouTube puis tu regardes beaucoup de vidéos de guerre civile en Syrie, éventuellement, tu tombes sur des trucs assez corsés, comme par exemple des compilations de headshots. Tu sais, genre, tu vois comme des rebelles ou des soldats qui prennent des balles dans la tête ou des balles dans le cou. Ouais, j'ai été assez morbide, j'en ai regardé plusieurs. Mais, puis là, je veux dire, donc je sais c'est quoi quand une balle, tu sais, puis le 30-06, c'est plus gros qu'une balle de Kalachnikov. Là. Okay. Il y a le M16, qui est une balle comme le M16 de l'OTAN. C'est comme, pas juste les M16, mais la plupart des balles de l'OTAN, c'est des 5,56. C'est assez petit comme calibre. C'est bien petit parce que ça blesse, et quand tu blesses, tu dois, toute la squad le peloton doit s'occuper du blessé, etc. Les balles russes, c'est du 7,62. C'est un petit peu plus gros, mais la 30-06, ça, je l'ai dit, hein, c'est comme 95-99% des balles qui sont achetées et tirées sont plus petites. Puis c'est une des plus grosses balles. Il y en a des plus grosses, puis ça, c'est une des plus grosses balles. Et normalement, ça aurait très bien pu décapiter Charlie Kirk. Dans le genre, le coup explose, puis c'est pas lui qui fait ça comme ça, là. C'est la tête qui fait comme... Je veux pas être morbide aujourd'hui. Je suis fatigué! Mais regardez, il y a eu plusieurs personnes qui ont recréé des situations. Ça ici, c'était avant Charlie Kirk. Je vais vous montrer une vidéo. Le gars, il a pris un crâne de résine, tu sais, comme un crâne de résine qu'on peut acheter là, sur résine solide, là, une recréation de crâne en résine. Il l'a couvert d'un gel comme la peau, etc. Puis il a tiré une balle dedans. Puis vous allez voir un peu ce que ça donne. All right. So today on Dual Liberty, you'll be able to see what happens. C'est pour ça que j'ai dit qu'il devait y avoir, quand j'ai vu ça, je dis il devrait y avoir comme plein de viande sur le truc en arrière. Et finalement, c'est pas juste que ça a passé à travers sans faire trop de dommages, c'est que ça aurait pu exploser, sa tête au complet, mais c'est que la balle, il n'y a pas de trou de sortie. En tout cas, je vais laisser ça, on va mettre ça dans le blender, là, puis on va laisser ça à votre intellect, essayer d'absorber ça. OK, donc ça, c'est selon le médecin légiste. Il n'y a pas de trou de sortie. Maintenant, on va aussi souligner cette fantastique réunion entre Donald Trump et Elon Musk. Ils se sont réunis, hein, donc du Dojo Deal. Musk revient-il au Washington de Trump? Musk et Trump s'unissent à nouveau alors que leur relation se réchauffe, cette fois, blablabla. Et là, ici, Donald Trump et Elon Musk se rencontrent et se serrent la main quelques mois après leur rupture houleuse. Pour les gens qui ne le croient pas, j'ai la vidéo. Et donc, ils passent leur temps, ils sont chumés comme ça, etc. Et là, pensez, puis il est assis juste à côté de lui. Ça, c'est un, tu sais, évidemment, c'est un honneur que, normalement, être assis à côté du président, c'est comme diplomatiquement ou en fonction du protocole, c'est particulier, là, c'est les invités d'honneur. De l'autre côté, il y a Dana White, le gars de la WWF, son bon ami Dana White, et là, c'est Elon Musk. Alors que Trump est censé être un pédophile sur l'île d'Epstein, Trump, rappelez-vous, Trump est... Vous y avez cru, cette fausse chicane. Donc, on a expliqué, voilà, c'est ça, l'art de la fausse chicane.
dans ce web journal-là exactement pourquoi il n'y a jamais eu de chicane entre Trump et Musk. Et Trump a fait ça des milliers de fois avec des milliers de personnes, peut-être pas des milliers de fois, mais vous comprenez la parabole. Et on a expliqué ça aussi dans Trumpologie 105, dans le code Trump, etc. J'avais expliqué qu'il n'y allait avoir aucune conséquence à ça et que les deux allaient revenir et se serrer la main comme si de rien n'était, comme il l'a fait avec des millions de personnes. Et que c'était donc une fausse chicane. Donc, on salue les Black Pills, dont une en particulier, là, qui a sauté sur l'occasion pour dire boum! Musk dit que Trump est dans les dossiers Epstein. Et là, c'est comme ils avaient leur. C'était des requins qui sentaient le sang dans l'eau, là, comme des piranhas. Ils étaient prêts à sauter. Ils avaient leur truc, là. Musk dit que... Et là, il va se rasseoir à côté du pédophile qui est allé torturer des enfants sur l'île d'Epstein. C'est comme si de rien n'était. Bah. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui est le plus pertinent? L'analyse de Radio-Québec, le code Trump ou les élucubrations complètement farfelues des Black Pills? Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. 1h08. C'est pas si pire, je me suis pas... j'ai pas perdu la voix. On va remercier ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec, ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous permettent de faire ces analyses. Là, je me disais aujourd'hui... il y a tellement de personnes qui nous disent « Le dimanche, c'est sacré, on peut pas... » Je peux pas le manquer. J'ai l'impression que même si je dors pas ou je suis super malade, là, même, je ferai un Web Journal même sur l'Ebola. Avec mes cloques et mes pustules, là, genre, parce que les gens s'attendent à ce qu'il y ait un web journal. Surtout les contributeurs de Radio-Québec, c'est eux qui mettent de la pression sur moi. S'il y avait comme pas de pression, si c'était comme, si je pouvais gambader dans les champs, mais non, il y a comme de la pression. J'ai des boss là, qui me disent, qui s'attendent à ce que je produise des web journaux. Ça, c'est de la pression, mais il y a du bon là-dedans, c'est que ça me force à faire des trucs, des fois que je ferais pas, je serais plus paresseux. En tout cas, tout ça pour les remercier. Tout ça pour les remercier et encourager d'autres personnes à prendre la relève aussi. Hein. C'est comme question que ce ne soit pas toujours les mêmes. Il y en a qui ça part, ça revient. On a des semaines où est-ce que les gens se désabonnent en masse, d'autres semaines où est-ce que ça revient un peu. Et donc, si vous ne l'avez jamais fait, pensez à soutenir Radio-Québec. Si vous appréciez le contenu, si vous regardez les web journaux comme genre, comme vous avez comme 2-3 fenêtres d'ouvertes, puis il y a comme genre le cossette là, qui déblatère sur une de vos. Puis vous avez un film, plus médias sociaux. Là, si c'est pas important comme ça, genre, OK. Mais si vous trouvez ça, si ça vous tient à cœur, pensez à nous. OK? Voilà. On n'a pas de paywall, comme on disait un jeudi dernier. Voilà. OK. OK. Donc, il y a différentes façons de le faire, c'est ça, par la poste ici, Alex Cossette-Trudel, Casier Poste 32-017, Saint-André, Montréal, Québec. On a aussi par Interac ici, ça c'est surtout pour les Canadiens. Après ça, on a comme PayPal et, ouais, c'est ça, PayPal, ça marche pour tout le monde. Bitcoin aussi, on a du Bitcoin. Et puis par carte, là, comme ça, voilà. Sinon, ceux qui n'ont pas d'appui, souvent se découragent, on le sait. Merci Frank. Voilà. OK. Vous pouvez aussi, c'est ça, faire de la pub, partager les web journaux si vous êtes serré, c'est pas possible. On prend, et les prières aussi, on en prend, on sait que ça a un effet. On y croit. Voilà, en espérant que mon petit rhume se tasse avant la semaine prochaine. Autre chose? On prend aussi de l'argent Canadian Tire. Il y a de l'argent Monopoly aussi. Ça fonctionne. Voilà. OK. Est-ce que c'est tout? On se donne. Donc, Comey, c'est ça? Est-ce que mon analyse, c'est que ça s'en va nulle part parce que c'est un tribunal civil de toute façon. La peine est une peine réduite. Normalement, il aurait dû être accusé de trahison avec les autres, mais c'est une peine réduite.
je veux dire, les accusations sont réduites, etc. Comey a travaillé depuis longtemps avec l'administration, avec les Patriotes, et c'est dans une logique de tu fais parler les petits en premier pour remonter la pyramide du crime jusqu'à Barack Obama. Donc, en échange de leur collaboration, tu leur donnes des conditions de peine ou d'accusation moins sévères. Vous comprenez, c'est ce que je dis avec Comey. Mais il reste quand même que l'image forte est là, c'est-à-dire que un directeur du FBI a été mis en accusation, le directeur du FBI, le numéro 1 des services policiers aux États-Unis, mis en accusation pour avoir menti. Imaginez, là, comment ça ébranle les esprits. Et ça ne fait pas juste ébranler les esprits, c'est même considéré comme une menace à la démocratie. All right. On se donne rendez-vous dimanche prochain, probablement. Là. Je ne pense pas que je vais en faire un cette semaine. Dimanche prochain pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang!